En 1996, Viby, le prince héritier, quitte son métier d'ingénieur pour sauver le monument de la ruine. Car pour ce jeune aristocrate, le palais familial est avant tout une histoire qu'il faut perpétuer. Quand je me suis lancé dans cette aventure, mon père ne venait plus au palais depuis longtemps. Il l'avait connu en pleine gloire, et le fait de le voir fermé comme ça pendant plus de 30 ans, il ne pouvait pas supporter. Il avait toujours une excuse pour ne pas venir ici. Mais un jour, un pan de mur s'est écroulé. Mon père m'a alors confié le palais en me disant « Ne l'abandonne pas ». 6 heures du matin, nous sommes à 250 km de New Delhi. Dheidi Van Schaven est une star dans le monde des livres de voyage. Cette photographe sillonne la planète en quête des plus beaux paysages. Depuis 20 ans, l'Inde est devenue son pays de prédilection. Elle prépare aujourd'hui un ouvrage consacré notamment au palais du Rajasthan. La lumière est pas mal. J'aime beaucoup cette situation. C'est la bonne vue. Je vais la prendre beaucoup plus large et montrer la situation dans la montagne avec les portes à gauche, les montagnes derrière et le fort en haut à droite. Comme ça, je me concentre beaucoup moins sur le palais et je fais une photo de paysage plutôt. Et là, la situation dedans. Et je crois là, c'est parfait. Première étape de ce voyage, le palais de Samod, une perle rare nichée au milieu d'une vallée. Ça fait un plaisir de faire des photos de palais. Il y a une atmosphère qu'on trouve nulle part. C'est très riche pour un photographe. Isolé au-dessus d'un village cerné de remparts, le palais a été construit au XVIIIe siècle. Transformé en hôtel en 1987, c'est l'un des plus beaux palaces du pays. Comme chaque fois que Dheidi découvre un lieu, elle s'imprègne de son histoire. Aujourd'hui, la photographe a un guide, Vivek, le gardien de la mémoire du Samod. Vous êtes dans le quartier réservé aux femmes. À l'époque, la reine, les membres de la famille et la cour vivaient ici. Maintenant, attention, fermez les yeux. Nous rentrons dans les appartements de la famille royale. Première étape de cette visite guidée, un trésor historique. Ici, depuis plus de 2 siècles, rien n'a vraiment changé. Oh, c'est vraiment beau. Ça, c'est la salle des miroirs. On appelle ça le Shish Mahal. Ça a été construit il y a 250 ans par le Maharaja Shiv Singh. Le roi s'asseyait ici avec toutes les danseuses autour de lui. Et plus tard, quand la salle de réception, le Darbar Hall, a été construit là en bas, les spectacles de danse s'y déroulaient. Et c'est derrière ces fenêtres là-bas que les femmes de la cour assistaient au spectacle. Au bout de cette galerie étaient situés les appartements des femmes du seigneur de Samod. Je vais vous montrer les fenêtres. Elles sont très particulières, elles sont très belles. Regardez ces volets. Grâce à ça, elles voyaient ce qui se passait dans la salle. Oh oui, on voit vraiment bien. Oui, très bien. Et derrière ces fenêtres, elles pouvaient tout voir sans jamais être vues. Les musiciens étaient là? Oui, les musiciens jouaient et chantaient à l'étage, et les danseuses restaient là en bas. Après presque 1 heure de visite, Dheidi a une idée très précise de la photo qu'elle veut réaliser. Pour traduire ses émotions en images, Dheidi a rendez-vous avec le directeur du palace, Subhash Chaturvedi. Photographe à succès, Dheidi sait que pour mettre le palace en valeur, il faut d'abord raconter une histoire. Voilà, j'aimerais faire une photo de la cérémonie d'accueil que l'on réservait au Maharaja. Voyons, ça c'est le palais, les escaliers sont là, les pelouses ici, le jardin. Moi, je serais probablement installée au centre et j'aimerais placer 2 chevaux, un ici et un là. Et les dromadaires seront derrière. Oui, 2 ici, 2 là-bas. J'aimerais que tout soit prêt pour 5 heures. Et à 5h30, je commence à travailler. Midi. Dheidi a quitté le Samod, direction le village, un petit bourg aux ruelles sinueuses. Je me promène beaucoup dans les villages
C'est un des grands plaisirs en Inde, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Comme là, vous voyez des femmes dans les couleurs et dans les saris extraordinaires. Namaste. 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 Méticuleuse pour préparer sa photo, Daidi est accompagnée d'un guide. C'est elle qui va choisir les dromadaires. L'homme, lui, va négocier le prix. Écoute, j'ai besoin de dromadaires pour cet après-midi au palais. Combien t'en veux? Tu peux en amener combien? Malheureusement, je ne peux t'en donner qu'un. J'ai besoin des dromadaires à 5 heures. Hein. On a trouvé un. Il nous faut encore 3. La photographe ne baisse pas les bras. Elle sait qu'en Inde, plus qu'ailleurs, tout est possible, à condition bien sûr de savoir patienter. Est-ce que tu peux te garer une minute, s'il te plaît? J'ai une question à te poser. Daidi poursuit sa recherche et ces drôles de figurants, elle va enfin les trouver à l'autre bout du village. J'ai besoin de 3 dromadaires. C'est pour faire une photographie. Tu viens au palais cet après-midi, il y en aura pour 15-20 minutes, pas plus. Après, c'est fini. OK. Ok, on se voit plus tard. À 5 heures. Hein. Merci beaucoup. Parfait. Ils sont très beaux, hein. Les détails de ce chameau, ils sont sublimes. Il est très, très beau. C'est vraiment un pays où on peut voyager facilement, travailler facilement. Il faut toujours avoir des gens qui traduisent un petit peu, parce que je parle pas l'hindi, mais sinon, il n'y a pas de problème. 17 h. Sur les marches du palais, tout le monde s'active. Le souhait de la photographe, retrouver le faste des cérémonies d'autrefois. Comme dans un ballet bien réglé, les chameliers sont ponctuels. Le travail préparatoire de Daidi a payé. Very good. Allez, dépêchez-vous. Il en faudrait un par là. C'est incroyable, les turbans. J'adorais pouvoir faire ça. Very nice. Great. OK. Very good. The camels are ready? C'est bon, on peut y aller, les animaux sont prêts? C'est coloré. Ils sont tous là pour dire bonjour. Ils sont tous bien habillés. Et ça correspond tout à fait à l'architecture. C'est vraiment, ça donne envie d'y entrer. C'est vraiment une image d'accueil. Ça dit welcome. Après une demi-heure de préparation, tous les figurants sont installés. OK. Tout le monde me regarde? OK. C'est bon, on y va. Allez. OK, fini. C'est bon, merci beaucoup. Thank you so much. « 7 h du matin le lendemain, Daidi a quitté très tôt le palais de sa mode pour reprendre la route à bord d'un minibus. Elle doit parcourir plus de 150 km. Le trajet est éprouvant, mais Daidi aime ce pays. Il y a des gens qui détestent l'Inde ou les autres qui adorent. Il n'y a pas des gens qui aiment un petit peu l'Inde. Moi, j'ai adoré tout de suite. Je crois que c'est le 18e voyage à peu près, peut-être même plus. Après 4 heures de trajet, la deuxième étape du voyage, le Nemrana Fort Palace. Bâti en 1464, en Inde, c'est l'un des plus vieux monuments du pays. Daidi n'y est pas retourné depuis 10 ans. L'homme avec qui elle a rendez-vous cet après-midi, c'est Francis Warziak. Bonjour Francis. Très bien. À Nemrana après quelques années. Très bien. Oui, c'est formidable. C'est formidable de Amoureux des vieilles pierres, en 1987, le Français décide de tout miser sur le fort qui est alors en ruine. Il n'a qu'une idée en tête, transformer ce monument historique en un hôtel de luxe. Pour devenir propriétaire, il investit d'abord 15 000 €. Ensuite, il se lance dans une véritable campagne de rénovation, mais toujours en respectant l'architecture du lieu. En 1991, après 5 ans de travaux, le fort ouvre ses portes. Aujourd'hui, le Nemrana compte 45 suites. Là, on est ici, hein, donc on regarde le rempart qui se terminait, enfin le fort se terminait ici, et toute la partie avec l'amphithéâtre et plus haut la piscine, tout ça est venu en sortant des remparts, c'est-à-dire qu'on a cassé ces remparts et on est sorti.
On va emprunter le chemin qu'empruntaient les cavalcades, parce que quand vous arriviez, le Raja et sa suite venaient soit à dos d'éléphant, soit en chameau, soit à cheval. Donc il fallait que les portes et les couloirs soient suffisamment grands pour pouvoir, pour qu'ils puissent circuler. Par contre, il ne fallait pas que des guerriers, par exemple, puissent charger avec des éléphants et démolir les portes d'entrée. C'est pour ça que toutes les grandes portes, les grands portails ont des pics. Et tu l'as trouvé comme ça? Ah oui, c'était comme ça. Ça, la porte, on ne l'a absolument pas touchée. Ni la porte, ni les fresques. Les fresques datent probablement de la fin du 19e siècle, 1880-1890. Et les portes datent du 18e. On va aller dans la seule chambre où les femmes avaient accès. Et c'était la chambre à coucher du Maharaja. Voilà, on arrive dans l'appartement du Maharaja, jusqu'où les femmes avaient le droit de venir. Le plafond, on l'a trouvé tel quel, sauf qu'il y avait des portions qui étaient abîmées et que c'était habité par des milliers de pigeons. C'était vraiment le pigeonnier quand on l'a trouvé. Donc on a refait les parties du plafond qui étaient abîmées en gardant complètement l'aspect initial. Et puis on l'a aménagé en chambre assez majestueuse, donc qui fait un peu chambre de Maharaja avec un grand lit à baldaquin. Ici, tu as plein de photos. Alors là justement, ça c'est la photo du Maharaja à qui on a acheté. Ça c'est la photo de son mariage. Ah. Ça c'est toute la famille du Maharaja, pas nécessairement du reste photographié ici. Mais ça c'est notre Maharaja. Des Maharajas qui, durant plus de 1000 ans, ont contrôlé le Rajasthan. Aux Indes, où le passé ne meurt jamais, Delhi a vu comme chaque année se renouveler les fêtes et les rites du Dussehra. Avec leur mode de vie complètement excentrique, vivant dans de somptueux palais, ces Maharajas ont fait la renommée de l'Inde. Qui renouvelle le culte de Rama. En 1970, Indira Gandhi met fin à leurs privilèges. Voici plus de 2000 ans que le dieu... Nombre de ces princes vendent leur palais, d'autres transforment leur résidence privée en hôtel de luxe. Ça fait rêver tout le monde, c'était une vie assez incroyable. C'était la vie d'une toute petite minorité, mais c'était quand même assez extraordinaire la façon dont ils vivaient, oui. Pour illustrer ce voyage à travers le temps, Daidi a choisi la chambre du dernier Maharaja de Nimrana. Écoutez, j'aimerais avoir des fleurs rouges dans un petit vase. Vous savez, ces fleurs rouges qu'il y a partout autour des remparts. Vous pouvez me trouver cela, s'il vous plaît? Merci. Fidèle à ses habitudes, Daidi prépare minutieusement les lieux qu'elle va ensuite photographier. Là, j'arrange un peu les meubles, un peu les petits détails pour voir que tout est parfaitement bien, que ça a l'air un peu habité, pas trop, que les chaises sont bien symétriques, parce que c'est une photo très symétrique. Yeah, I think that's much better. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, ces fleurs, c'est juste le petit détail qui change tout. Okay, we'll use these flowers. C'est parfait comme ça. Try and make it a little bit Bougez le réflecteur. Donnez-moi un peu plus de lumière. Là, c'est un peu trop. Un peu moins. Là, c'est parfait. Privilège des hôtes de marque, Francis Warziak tient maintenant à emmener la photographe dans un endroit particulier. Une pièce historique du fort, rénovée il y a peu de temps. Au XVIIIe siècle, c'était le palais de justice. Le Maharaja rendait la justice dans cette pièce. Il venait s'asseoir sur cette espèce d'estrade et les plaignants venaient se regrouper autour et c'est là qu'il décidait qui était coupable et qui était innocent. Donc voilà, alors là c'est une grande suite. Alors il y a des gens avec leurs enfants. Alors les enfants bien sûr sont contents d'être à l'endroit où le Maharaja était et d'y dormir. On a essayé aussi de montrer dans cette pièce c'est qu'il y a très peu de meubles. Il y a des matelas, il y a des coussins, mais traditionnellement en Inde, il n'y avait pas de meubles. Et l'autre tradition aussi de l'Inde, c'est que les choses étaient en général blanches, parce que ce qu'on dit, c'est que c'est les invités qui donnaient de la couleur à la pièce. Donc il fallait mettre des pièces blanches, et eux apportaient avec leur sari très vive de couleur, c'était eux qui apportaient la couleur. Demain, à la première heure, Daidi quittera le Nimrana pour le sud du Rajasthan, en direction de la ville royale d'Udaipur. Les Champs-Élysées, l'une des avenues les plus prestigieuses au monde. Une avenue que Laurence Bloch connaît bien. Depuis maintenant 6 ans, cette jeune femme l'emprunte presque tous les jours pour rejoindre l'avenue Montaigne.
le carrefour de la mode et des affaires, le symbole du luxe dans la capitale. Et au milieu de l'avenue Montaigne, le Plaza Athénée, l'un des palaces mythiques de l'histoire de Paris. Depuis son ouverture en 1911, il accueille tous les grands de ce monde. Avec ses 8 étages, la façade de l'hôtel est un mélange de type haussmannien avec des balcons et des lanternes empruntés à l'Art Nouveau. En septembre 2004, le Plaza Athénée fait sa révolution. Laurence Bloch est nommée directeur, c'est la seconde femme à occuper un tel poste dans un palace parisien. Sa mission, changer l'image de l'hôtel, innover, sans choquer. Exemple avec ce hall que Laurence a fait transformer. La particularité dans cet hôtel, c'est ce hall. Il est petit, complètement rond, il donne un côté intimiste. Au Plaza, on rentre déjà dans ce hall, on se dit, bon, on est dans une maison, on n'est pas dans un énorme palace où il y a 400 chambres. Toutes ces colonnes sont classées. C'est un pur style art déco, si vous voyez le haut de la colonne, en laiton. Donc on ne peut pas changer la couleur, on ne peut rien faire sur ces colonnes. Donc on est venu juste apposer des vases, parce que demain matin on peut enlever ça. Et les colonnes sont comme avant. Autre lieu lui aussi mythique, le Relais, l'un des 2 restaurants du palace, ouvert en décembre 1936. Là vous êtes d'abord dans le restaurant de l'hôtel qui est pur art déco. Là, tout a été fait en 1930 et tout est pur art déco et il y a des endroits qui sont classés. Donc, par exemple, cette fresque est une fresque qui est listée, on ne peut absolument pas y toucher. Toute l'entrée aussi, la hauteur de plafond est assez incroyable et l'extérieur qui est du pur art déco en laiton. Vous n'avez rien touché là ou... Absolument rien. On a, l'année dernière, refait les chaises à l'identique, c'est tout. Et on a changé la moquette. En prenant la direction de l'hôtel, Laurence Bloch a su s'imposer avec une méthode, la rigueur. Quand elle arrive dans son bureau, son premier geste est de vérifier le nombre de chambres occupées. Les chambres, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut qu'on remplisse. Donc voilà, il nous reste 36 chambres à louer pour ce soir, sur 188. C'est un très bon taux d'occupation. Quand Laurence quitte son bureau, c'est pour surveiller le travail de ses équipes. Au total, 460 employés. Donc je ne fais pas tous les étages tous les jours. Je fais un étage par jour. Je choisis comme ça un étage au hasard. Donc là, j'étais au 8e. Et après, je descends pour voir un peu l'état des lieux des paliers. On vous voit passer la main sur tous les meubles. C'est un tic des gouvernantes, c'est un tic du métier, en fait. Donc, c'est complètement, oui, j'ai envie de faire ça, mais c'est, voilà, un tic. Le point fort du palace, c'est son accueil, un accueil sur mesure, et ça, c'est le métier de Laurence. Service ? Ce matin, elle supervise l'arrivée d'une cliente, et comme toujours, elle veille à ce que tout soit parfait. Il faut toujours essayer d'être comme si vous rentriez la première fois dans une chambre ou dans une suite, comme si vous étiez le client qui arrivait pour la première fois. Il faut essayer d'arriver à faire abstraction que vous connaissez par cœur les chambres et les employés, etc. Et dans cette épreuve, Laurence dispose d'un allié, M. Nicolas, le responsable des services techniques. Dans la salle de bain, Laurence se lance dans une inspection minutieuse. Toujours les mêmes réflexes, et quand enfin on pense qu'elle va donner son accord, il y a toujours un dernier détail. Oh, Monsieur Nicolas, il y a une urgence là. Qu'est-ce que vous avez remarqué là en fait? Que la peinture du plafond était complètement écaillée, c'est l'humidité. Et l'extraction n'est pas assez forte pour empêcher que l'humidité attaque la peinture en fait. Donc là, il faut bloquer la chambre pour refaire le plafond. Je pense que j'ai assez l'œil pour les détails, oui. Mais comme toutes les gouvernantes, comme Madame Iaconis, et puis chacun a un œil différent en fait. Donc moi je vais voir quelque chose, Madame Iaconis va voir autre chose, la gouvernante qui est venue avant va voir encore autre chose. Donc le dernier qui passe, vous passeriez après moi, je suis sûre que vous verriez encore autre chose. Là, deuxième détail, l'antidérapant placé sous le tapis est défectueux. Hein, un peu vieillot là. Okay. Parce qu'on voit, il gondole un peu. Okay. S'il vous plaît, dans la 212, j'aimerais bien que le Foxy vous le changiez. S'il vous plaît. Merci. Nos clients sont habitués à
chez eux, à avoir quelque chose de parfait. Il faut au moins qu'ils aient la même chose quand ils viennent chez nous et qu'ils payent un certain prix pour avoir une qualité et un luxe qu'ils ont l'habitude d'avoir chez eux. Appelés en urgence, 2 ouvriers de maintenance interviennent dans la salle de bain. À plus tard. Pour eux, c'est une course contre la montre. Ils ne disposent que de quelques minutes pour refaire le plafond de la douche. Une cliente est attendue dans cette suite dans moins d'1 heure. Dès son arrivée à la tête du palace, Laurence Bloch a décidé d'entreprendre l'un des plus grands chantiers de l'histoire de l'hôtel. Ce matin, elle a une première réunion avec le chef de projet et les 2 décoratrices. Les travaux sont gigantesques. La création d'une suite royale de 400 mètres carrés au 5e étage. Mais malgré les travaux, bien sûr, pas question de fermer le palace. La mission principale, en tout cas dans le planning, c'est de protéger les clients. C'est qu'ils ne soient pas gênés par le bruit, que ce soit sécurisé et que ce ne soit pas inesthétique au possible, quoi. Je veux dire que ça puisse ne soit pas choqué par la poussière, par des gens qui sont plus ou moins bien habillés, etc. Par le comportement des employés. La réunion de chantier se poursuit maintenant dans le bureau de Laurence. Qu'est-ce qui va se passer pendant la période étude? Alors par exemple ici, en travaux préparatoires, je vais faire une fermeture pour enfermer le chantier, ici et ici. Moi j'ai besoin de savoir très précisément les bruits. Il y a des zones que l'on va être obligé de faire au marteau-piqueur. Aujourd'hui, je ne sais pas vous définir la date et le jour. Qui dit chantier dit bruit, dit délai et bruit. C'est les 2 premières choses auxquelles je pense. Certaines choses, on ne sait pas faire sans faire de bruit, sans faire de poussière et sans avoir une meute de gens qui ne sont pas des gens ce sont des gens de chantier, ce ne sont pas des gens qui sont là pour... pas des clients potentiels. Pas des clients potentiels. Non, mais nos 2 objectifs sont complètement antinomiques. Donc on va essayer de les rapprocher et d'en faire un seul qui va très bien se caler. On va juste voir, on revient. Pour Laurence, l'enjeu est important. Cette nouvelle suite royale de 400 mètres carrés est destinée à attirer une nouvelle clientèle. Comment ? À moins d'1 heure d'Udaipur, Daidi, la photographe, vient de quitter la route principale. Elle déteste les routes balisées et pour alimenter ses livres, elle est toujours à la recherche de rencontres. Ce matin, elle sillonne la campagne à la recherche des Ribari, une tribu nomade. Regardez là-bas, il y a un berger avec son troupeau. On a la chance. On les a trouvés tout de suite. C'est fabuleux. Ça va faire des belles photos. Parce qu'ils sont très colorés. Les femmes surtout. Il faut qu'on trouve les femmes aussi. Mais là, c'est déjà des chameaux et déjà des ravaris. Je suis avec une photographe. Elle voudrait faire quelques photos de toi. C'est jamais sûr avec eux. Ça se négocie avec un peu d'argent, mais c'est pas sûr du tout. Elle aimerait te photographier avec ton troupeau. C'est des gens très fiers et ils s'acceptent pas comme ça. Vous pensez que je peux prendre une photo de lui? Une photo? Oui, pas de problème. La femme, elle va te prendre en photo. Ok, yeah. Look at me, yeah. Je suis beau, là? Very good. Parfait. Vraiment, merci beaucoup. Daidi est séduit. Une fois de plus, son obstination a payé. Ces clichés sont des photos rares, une sorte de voyage à travers le temps. C'est pas si loin des palaces, en fait, cette ville-là, parce qu'on sort des palaces et très vite on trouve la vraie Inde à quelques kilomètres. Il faut vivre les 2 ensemble. C'est une vie parallèle et c'est ça qui fait le charme. Je vais vers le nord. Je dois voyager pour nourrir ma famille et mes animaux. Nous cherchons de l'eau. Okay. Thank you. Merci. Thank you. Oh, you're speaking. Oh, vous parlez anglais? Thank you very much. Merci beaucoup. 10 heures. Daidi reprend la route.
Cap au sud pour la 3e étape de son voyage. Direction Dungarpur. La photographe est attendue au palais d'Udaivilas, une résidence princière. Et c'est le propriétaire en personne qui la reçoit, le Maharaja de Dungarpur, Ashvardhan Singh. Bonjour, quelle joie de vous rencontrer ici. Bienvenue à Dungarpur, je suis très heureux de vous accueillir. Dominant le lac d'Uday Sagar, cette résidence royale a été construite au XVIIIe siècle par l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire. Faute de moyens, il y a 10 ans, le Maharaja a dû se résigner à transformer son palais en un hôtel de 22 chambres. Nous arrivons dans les appartements de mon grand-père. Il habitait toute l'aile du palais. Voilà notre meilleure suite, la chambre 9. Elle est très demandée. Ici, tout est d'époque, comme ce canapé. Les tapis, eux, datent des années 40. Et ça, c'est un très vieux lit. Ici, ce sont les appartements principaux du souverain. C'est le cœur du palais. C'est ce qui a été construit en premier. Seul ce petit coin de la pièce date de 1860. Mon grand-père a tout rénové dans les années 40 dans un style victorien. C'était beaucoup plus européen. Et maintenant, nous allons vers cette pièce constituée uniquement de miroirs du sol au plafond. Et je peux marcher dessus? Oui, vous pouvez marcher là, hein. C'était le dressing du roi. À l'époque, on utilisait les miroirs pour refléter la lumière. C'est assez curieux de voir autant de miroirs. Oui, c'est très rare. C'est encore une originalité de ce palais. À l'image de bien des héritiers des familles nobles au Rajasthan, depuis l'abolition des privilèges en 1970, le Maharaja s'est reconverti malgré lui dans l'hôtellerie haut de gamme. Du plus riche des Maharajas jusqu'au plus pauvre des propriétaires, tout le monde a dû se tourner vers le tourisme. Soit en devenant taxi, guide touristique, chauffeur ou en ouvrant une maison d'hôte. Grâce au développement du tourisme, avec l'art, l'artisanat, la culture, c'est le Rajasthan tout entier qui renaît. Pour nous, c'est le seul moyen de conserver notre patrimoine, de protéger notre culture. Le tourisme permet de maintenir nos traditions. Aujourd'hui, pour survivre, le Maharaja de Dungarpur a dû se transformer en homme d'affaires. Chaque année, des centaines de visiteurs viennent ici admirer ce pavillon décoré de frises et de colonnades. Monument unique, c'est la vitrine du palais. Faveur exceptionnelle, Daidi a obtenu du couple princier qu'il pose en tenue d'apparat devant son objectif. Je pense que votre veste est un peu trop longue. Cette veste que vous voyez là, c'est une ashkan. Et le pantalon que porte mon mari, c'est le fameux Jodhpur. C'est avant tout à l'occasion des mariages que l'on porte ce genre de vêtements. Et puis aussi, bien sûr, pour des fêtes prestigieuses, quand il y a quelque chose de spécial. Et ça prend beaucoup de temps de vous habiller? Oui, bien sûr, parce que vous devez mettre non seulement les vêtements, mais aussi les bijoux qui vont avec. Mais ce qu'il y a de compliqué, c'est qu'il y a aussi un ordre à respecter. Vous ne pouvez pas mettre d'abord les vêtements et puis ensuite les bijoux. Impérativement, il faut respecter une certaine logique. En règle générale, vous portez cette tenue pour votre mariage ou pour celui d'un proche. Dernière touche à la tenue de cérémonie, un sabre. Autour de la garde, un foulard signifie que le royaume est en paix. C'est bon, on peut y aller. J'ai choisi cet endroit. Je pense que ça va être bien pour la photo. On va là-bas? Ok, very good. Daidi le sait, cette série de clichés est unique. Fiers, en règle générale, les Maharajas du Rajasthan refusent d'être pris en photo. Very good. Yes, good. Very good. Okay, is it gone?
Quelques minutes plus tard, le prince, au volant de sa voiture, propose à Daidi de découvrir un autre trésor. Un vieux palais familial construit au milieu du XIIIe siècle. Daidi, je vous conduis au vieux palais. En hindi, on dit le Juna Mahal. C'était la demeure de mes ancêtres. Les murs sont recouverts de peintures, de miroirs, de miniatures, de marqueterie de verre. À mon avis, c'est la plus grande collection de peintures recensée dans un palais en Inde. À la sortie de Dungarpur, après 5 km, sur un petit chemin de terre, Daidi découvre le palais, l'un des fleurons de l'architecture du Rajasthan. Eh bien voilà, nous sommes au Juna Mahal. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un petit bout du bâtiment. En fait, on a du mal à imaginer ce qu'il y a dedans, parce que l'extérieur est tellement austère. Mais à l'intérieur, c'est plein de couleurs. Le contraste est total. Trésor national, fermé au public, le Juna Mahal est gardé en permanence, car ici, l'or et l'argent sont omniprésents. Ici, c'est la cour du palais. Ce mur que vous voyez, c'est la façade principale. Et regardez ce panneau entièrement sculpté. C'est en pierre locale? Oui, c'est de la pareva. Maintenant, nous pénétrons dans la salle de réception. Ici, c'est notre trône. Ce n'est pas un énorme fauteuil comme chez vous en Europe. En Inde, le souverain était assis sur un coussin, avec sa cour tout autour. Les audiences publiques étaient tenues ici. C'était aussi la cour de justice. C'était la salle officielle, le Darbar Hall. Regardez ces peintures au plafond. Elles ont été réalisées entre 1860 et 1890. Et là, ce sont des membres de votre famille? Oui, c'est Uday Singh, le second, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et à côté, vous avez son père. Ce palais est l'orgueil du Maharaja de Dungarpur, car le Juna Mahal est unique. Ce monument appartient à sa famille depuis plus de 650 ans. Au total, 9 étages construits sous les règnes de 22 souverains successifs. Oh là là, c'est à vous couper le souffle. C'est sublime. Mon Dieu. C'est un véritable musée. Cette pièce est un musée en elle-même. En termes de décoration, c'est certainement la pièce la plus aboutie du palais. Ça paraît difficile de faire plus élaboré, c'est impossible. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas peint. Certaines peintures sont vieilles d'1 siècle. D'autres ont été peintes il y a une 60aine d'années. Ce qui est intéressant avec cette peinture, c'est que pour la première fois, l'artiste s'est inspiré de photos pour reproduire des visages. Regardez comme l'or brille avec la lumière. Il faut juste se placer sous le bon angle. Tous les tableaux sont sublimes en entier et il y a tellement de détails à faire. Là, aujourd'hui, je m'amuse à faire les détails des éléphants, les détails du visage du Maharaja, plein de détails. Et j'essaie de faire sortir l'or dans leur turban. Et c'est tellement riche. Sur ces murs, tous les souverains du XVIe au XVIIIe siècle. Ces fresques retracent les principaux épisodes de l'histoire de la famille. C'est réellement un trésor pour moi. Mais en fait, je ne l'ai pas compris tout de suite. Vous grandissez, vous venez ici encore et encore, et puis un jour, vous réalisez que c'est vraiment un endroit spécial. C'est un challenge de s'en occuper. Nous espérons vraiment un jour pouvoir obtenir des fonds pour tout restaurer. Mon rêve serait de faire classer ce palais comme patrimoine mondial de l'humanité. Pour Daidi, le Juna Mahal est une perle rare. Architecture, histoire, patrimoine, tout est réuni. Pour la photographe, c'est le palais idéal.
autre capitale des palaces en Europe, Londres. Le Dorchester est l'un des plus anciens et des plus prestigieux hôtels de luxe de la ville. Il appartient au même groupe que le Plaza Athénée. Et ce matin, justement, Laurence Bloch, la directrice du Palace parisien, a rendez-vous avec le directeur du groupe, François Delahaye. Objet de la réunion, s'inspirer des réussites du Palace londonien pour les appliquer à Paris. Mais d'apporter un peu... Le gros problème des hôtels actuellement, c'est qu'on s'est assis un peu sur nos lauriers, ça marchait bien, c'était pas la peine d'aller chercher les clients, et maintenant il faut aller les chercher, il faut se remettre en question, il faut voir un petit peu ce qui se passe à Londres, à New York, à Milan, partout dans le monde, il faut qu'on aille voir ce qui s'y passe, parce qu'on est en train de se faire prendre des parts de marché par des petits boutiques hôtels qui ouvrent, qui ne délivrent pas du tout le même service, mais qui néanmoins nous prennent des parts de marché. Il faut qu'on se batte. Pour se battre, François Delahaye emploie les armes les plus étonnantes. Nous sommes dans une salle de bain du Dorchester. Les baignoires sont particulièrement profondes, avec en plus un système qui permet de remplir rapidement. Le volume d'eau est énorme. But de l'opération, satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Alors le temps de remplissage de la baignoire a été divisé par 3. Combien de temps là? 2 minutes. 2 minutes pour remplir 300 litres. 300 litres. Hein. Ça, c'est plus un détail, on va beaucoup plus loin, c'est une vraie recherche là. Non, mais c'est très très important parce qu'on apporte un service. Le temps que la personne se déshabille, hop, le bain est prêt. Donc c'est vraiment un service. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez appliquer à Paris? Il faut que je me renseigne, mais c'est ce que j'aimerais en tout cas. Parce que 2 minutes, une baignoire aussi profonde, c'est quand même, au niveau technique, je sais pas, il faut que je me renseigne techniquement. J'ai aucune idée. Mais on en revient toujours au détail et à l'espace. L'espace de la baignoire, pour moi, c'est le luxe. La profondeur de la baignoire, c'est le luxe. Donc ça, c'est un truc qui est assez génial. Mais le fait qu'on ait été si loin dans le fait de remplir la baignoire crée d'autres problèmes. C'est-à-dire que les clients sont tellement habitués à avoir la baignoire qui met une demi-heure pour se remplir qu'ils ouvrent leur eau, ils vont regarder la télévision et puis on a le client du dessous qui est en train de râler parce que ça a débordé. Ce carton posé sur chaque baignoire du Dorchester avertit le client distrait. Mais en dehors de la baignoire, c'est le dernier étage du Dorchester qui intéresse Laurence Bloch. Elle espère trouver ici quelques idées pour la suite royale qu'elle fait construire actuellement à Paris. Là, on arrive dans le cœur de la suite, avec le salon vert, avec encore beaucoup de technologie. Il y a 3 salons principaux, plus des petites salles à manger, des petits salons, des petits coins, des dressings, 4 chambres principales, et la terrasse qui fait 300 mètres carrés. Au total, cet appartement de 400 mètres carrés est réparti sur 2 niveaux. Ici, le luxe s'affiche dans chaque détail. Les boutons de porte du dressing de monsieur sont en marbre. Vous avez également des incrustations de pierre et de nacre dans les portes, dans le battant. Donc on est vraiment dans le détail. Donc là, on est dans la suite de madame, avec l'accès à la salle de bain. Salle de bal. Et vous avez également un coiffeur qui est là. Les chefs d'État et les épouses des chefs d'État se font coiffer dans leur suite par des coiffeurs qui viennent de l'extérieur ou avec leur propre coiffeur, comme en général ça se passe. Bien, alors ici on arrive dans la salle à manger qui est face à Big Ben et face à la baillie de Westminster. Regardez, vous avez Big Ben, vous avez l'abbaye de Westminster face à vous là. Ce qu'on paie ici, c'est la vue, non? C'est la vue, c'est le service. Vous avez, quand vous louez cette suite qui fait 400 mètres carrés, vous avez, comme Maria Carré l'a fait il y a très peu de temps, vous avez la possibilité d'avoir une personne de la sécurité, vous avez un coiffeur qui vient s'occuper de vous dans votre salon de coiffure à l'intérieur de la suite, et vous avez bien évidemment le room service, le butler, à savoir les gens qui viennent vider votre valise et refaire votre valise. Ils s'occupent de vous totalement, on est totalement pris en charge. C'est très très souvent loué, absolument, il y a un marché. Absolument, il y a un marché pour ce genre de... C'est-à-dire chef d'État, star, c'est quoi? Alors, chef d'État, c'est quoi le marché? Star de Hollywood, tout le marché entertainment et surtout chef d'État. Là, on a une idée des chefs d'État qui sont passés ici?
Je préfère ne pas les dire. Et pour attirer cette clientèle, le souci de la perfection a été poussé jusque dans le moindre détail. Donc ici, également une moquette Untuft, sculptée, c'est-à-dire qu'elle est en relief avec des fils d'or. Et la visite continue. On est dans le luxe, et le luxe, c'est l'espace. Donc ça, c'est vraiment la cuisine, uniquement pour cette suite. Et la cuisine fait 150 mètres carrés, quoi, juste pour cette suite. Sur Park Lane, face au parc, je crois qu'au niveau du luxe, il n'y a pas mieux. Hein. Cette cuisine n'a rien à envier à celle d'un grand restaurant. Elle peut accueillir une dizaine de cuisiniers. La visite continue avec le centre névralgique de la suite, sa salle de surveillance. Alors, c'est le système nerveux du complexe au niveau du 8e et 9e étage. Pour la suite. Nous sommes dans le centre nerveux ici. Et vous avez des détecteurs de présence dans chaque chambre. Et parfois, vous en avez même 2. Surtout dans la nuit pour détecter tout mouvement. Et là, vous avez un sas qui permet d'interdire le passage ou d'autoriser le passage uniquement pour les employés de l'hôtel ou autres. Ils doivent passer par ici automatiquement, se faire annoncer avant de pénétrer dans la suite. Et pour plus de sécurité encore, des caméras infrarouges sont réparties à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la suite. Ainsi, chaque mouvement est enregistré. De par les écrans. 17h, Laurence Bloch rentre à Paris. Elle est accompagnée de François Delahaye. Durant tout le temps de ce court voyage, grâce à ses messages électroniques, elle demeure en contact permanent avec son bureau parisien. Pour elle, le bilan de cette journée est bénéfique. Je reviens avec 20 idées pour Plaza, donc je pense que c'est complètement positif. Celle que je dois mettre en application le plus rapidement, c'est pour la salle de bain de la suite royale. Ça vous laisse combien de temps? Rien, demain matin, il faut que je m'en occupe. Parce que dans la suite royale est finie dans 2 mois, et c'est maintenant, il faut que je le fasse maintenant. Retour avenue Montaigne. Il est 9h du matin. Après un court passage par son bureau, Laurence Bloch se rend au 5e étage pour une nouvelle réunion de chantier. Bonjour monsieur. Les travaux de la suite royale ont débuté il y a tout juste un mois. Et pour éviter le bruit, la poussière, Laurence a fait condamner tout l'étage. Ce matin, elle a rendez-vous avec l'un des maîtres d'ouvrage. Là encore, elle va tout vérifier. Dans la suite royale, on a en fait élargi la pièce. Là, on en avait 2 parties qu'on a enlevées. Donc là, on rhabille en staff. Vous allez pouvoir remonter un peu Non, on est obligé de conserver, on ferme juste sur les côtés. On élargit. On continue. Là, pareil, on va élargir de la même façon. Donc elle va être vraiment agrandie, ça sera la salle à manger. Sachant qu'il y aura plus, ce mur-là va être beaucoup plus profond. Là, on l'enlève. Il va aller jusqu'au mur là. On conserve le poteau béton qui est ici. Derrière, ça va être ouvert aussi. On a pensé cette suite royale en fonction d'une demande d'un certain type de clientèle. C'est quoi un type de clientèle? Ça serait qui alors? Le Moyen-Orient, russe. Des gens qui ont de l'argent. Oui, mais il y a beaucoup de clients qui ont de l'argent, même dans d'autres pays. Mais je veux dire, ceux qui aiment cet espace, en fait. Il y a des gens qui veulent vraiment avoir plusieurs salons et de l'espace. Ils reçoivent. C'est un art de vivre aussi de recevoir comme chez eux. Pour Laurence, ce pari est risqué. Plus d'1,5 million d'euros. Mais l'atout majeur de la suite royale n'a pas de prix. C'est cette vue unique sur la Tour Eiffel. Cette suite royale, c'est la fierté de François Delahaye, le patron du groupe, venu spécialement de Londres. Une fois terminée, ce sera la plus grande suite de la capitale. Le patron de Laurence semble satisfait, mais il ne l'est jamais vraiment. Donc quand vous me dites qu'on va mettre une porte de 90 cm pour avoir accès à une chambre qui fait 400 mètres carrés, il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai bien compris le message et je vais me renseigner pour voir quelles sont les dimensions maximum pour avoir la porte la plus grande possible. L'objectif, il est de faire une surenchère à la compétition. Étant donné qu'on est l'un des seuls hôtels à avoir une suite face à la Tour Eiffel,
Voilà le challenge qui était fait. Une chambre comme celle-ci, si on devait la louer sur 400 mètres carrés, ça coûterait combien? 10 000 euros. La nuitée. Pardon. Sans petit déjeuner. En plus, c'est vrai. Bien sûr, sans petit déjeuner. Il n'y a jamais de petit déjeuner. On parle que de chambre sèche. Absolument. Des bed and breakfast, c'est en Angleterre. On parle des minibars ou pas? Oui, le minibar. Ne vous méprenez pas, ces minibars n'ont rien à voir avec de vulgaires réfrigérateurs. Il s'agit de la toute dernière idée de Laurence Bloch pour satisfaire sa clientèle féminine. C'est absolument tout nouveau, ça a été fait pour nous et on va le lancer dans toutes les suites présidentielles et la suite royale, bien évidemment. Vous avez pour les vernis cet espace, pour les rouges à lèvres cet espace et pour les crèmes tout cet espace. Les travaux de la suite semblent en bonne voie. Les premiers clients sont attendus dans 3 mois. Et Laurence Bloch doit tout. Beaucoup de boutiques intéressantes, très vivantes. Elle est attendue au bout de cette ruelle pavée, au Deogar Mahal. Sauvé de la ruine, ce palais du XVIIe siècle semble protégé du temps. Transformé en hôtel de luxe il y a maintenant 8 ans. Il correspond parfaitement aux nouvelles attentes des clients venus essentiellement d'Europe et d'Amérique du Nord. À peine arrivée, Daidi est accueillie comme une cliente importante. Et pour elle, rien n'est trop beau. Ah, flowers. La photographe a rendez-vous avec la maîtresse des lieux. Bonjour, bienvenue au palais de Deogar. Vous avez passé une bonne journée? Oh oui, merci. J'aimerais, s'il vous plaît, voir une chambre, une suite représentative du palais. Rani Prabhakumari est l'épouse du Maharaja. C'est elle qui va guider Daidi. C'est une suite très ancienne, traditionnelle. Elle appartenait à l'arrière-grand-mère de mon mari. Elle vivait ici? Oui, elle vivait dans cette pièce et dans une autre aussi à côté. Ici, c'était plutôt son lieu de prière, car c'était quelqu'un de très croyant. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces peintures religieuses. Elles sont d'époque? Elles n'ont pas été restaurées? Non, non. Non, elles n'ont pas été retouchées. Et ça aussi, c'est d'époque? Oui, on n'a rien touché du tout. C'est de la mosaïque. Et même ce pan est d'époque. D'être accueillie par Maharani, c'est un honneur. Et comme elle connaît tout, comme elle sait d'où viennent ces peintures, qui a vécu ici, c'est très extraordinaire de pouvoir faire un tour avec elle et de savoir directement de première main des histoires. Daidi se met tout de suite au travail, car demain, son voyage en Inde est terminé. Elle reprend l'avion pour Paris. Au palais, par contre, on se prépare à l'arrivée des clients. Chaque année, en novembre, Deogar se transforme en un immense chantier supervisé par le prince héritier, Verdabra Singh, surnommé Vibi. Il est accompagné de son bras droit, sa femme Namrata. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes prêts pour l'inspection? Bon, on a un cadre à poser dans une chambre. Tout le monde est là? D'accord, c'est parti. Et depuis 9 ans, à chaque début de saison, c'est toujours la même course contre la montre. Cette année, les travaux de rénovation ont pris énormément de retard. 2 des 52 chambres sont toujours en travaux. Pourtant, dans 48 heures, l'hôtel est complet. Le prince héritier craint de ne pas être prêt à temps. Là, il y aura une étagère à poser, c'est compris? Et là, il reste encore la peinture à faire. Et puis, il faut installer la lumière aussi. Et il y a encore beaucoup de travail sur cette fenêtre. Donc là, il manque la lumière et là, la peinture. Il faut faire vite, parce que dans 2 jours, on doit avoir fini cette chambre. Hein. Vous me le garantissez? Oui, Majesté. Oui, Majesté.
Cette chambre est louée depuis longtemps déjà. Les clients ont payé et donc elle doit être terminée à temps. Vous savez, c'est l'honneur de ma famille qui est en jeu. On ne peut pas laisser tomber nos clients. En 1996, Viby, le prince héritier, quitte son métier d'ingénieur pour sauver le monument de la ruine. Car pour ce jeune aristocrate, le palais familial est avant tout une histoire qu'il faut perpétuer. Quand je me suis lancé dans cette aventure, mon père ne venait plus au palais depuis longtemps. Il l'avait connu en pleine gloire, et le fait de le voir fermé comme ça pendant plus de 30 ans, il ne pouvait pas supporter. Il avait toujours une excuse pour ne pas venir ici. Mais un jour, un pan de mur s'est écroulé. Mon père m'a alors confié le palais en me disant « Ne l'abandonne pas ». Quand nous avons terminé les 10 premières chambres, il y a maintenant 8 ans, mon beau-père est venu ici jeter un coup d'œil. Il était tellement ému de voir ce que nous en avions fait qu'il en avait les larmes aux yeux. Nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment continuer ce projet. Et c'est ça qui nous a motivés. La réussite du projet tient sans doute à la passion que cette famille éprouve pour son palais, à commencer par le Maharaja de Deoghar, le père de Viby. C'est le propriétaire des lieux, le 15e souverain du nom. Et c'est lui qui est chargé d'accueillir les nouveaux clients de l'hôtel. Vous voyez ces escaliers? Ils sont totalement usés par les allées et venues. On pensait les refaire, les réparer. Oh ben non, on ne changeait rien. Oui, mais pour moi, ces escaliers sont... Comment vous dire? Ils sont un peu dangereux, quoi. Oh non, n'y touchez pas. Laissez-les comme ça. Visiblement, le Maharaja, ancien professeur d'histoire, adore celle de son palais. Je dois vous raconter l'histoire de cette terrasse. Autrefois, cette partie était réservée à nos hôtes. Mais c'est ici qu'avec mes frères et mes sœurs, nous venions étudier avec notre tuteur particulier. Je n'oublierai jamais cet endroit, parce que tous les matins, je devais rester ici pendant 1h30. Excusez-moi, quelle était la superficie de votre domaine avant l'indépendance? Tout ce que vous voyez là était à nous. À l'époque, on avait 210 villages. Et est-ce que les gens vous considèrent toujours comme leur Maharaja? Oui, et nous gardons de bonnes relations avec eux. Le Maharaja dirige maintenant ses visiteurs vers la suite royale, un véritable petit palais dans le palais. Ce que vous voyez là, ce sont des reproductions. Les originaux sont entreposés ailleurs, car c'est trop difficile de les conserver ici. Et cette pièce, c'était quoi? La chambre pour les invités de marque. Quand j'étais jeune, j'ai été guide touristique à Delhi. Donc aujourd'hui, cela me ravit de continuer à faire ça. Cela me rappelle ma jeunesse. La visite est terminée. Retour maintenant dans le hall du palais pour l'incontournable photo-souvenir. Dans les étages, Viby et sa femme supervisent la décoration d'une chambre. Essaye d'abord là-bas. C'était ma première idée. Je ne sais pas si ce sera vraiment bien là. Écoute, il est maintenant 9h20 et le client arrive à midi. Hein. Arrête, tu me stresses. Mais non, je te rappelle juste que cette chambre doit être terminée pour midi. Bon, ce sera le mur du fond alors. Il faut faire vite, hein. Il faut être prêt pour midi, messieurs. Vous avez tout vérifié? Vous êtes sûr? Vous serez dans les temps? Je compte sur vous, hein. Je pense que c'est mieux là, sur ce mur à gauche. Un peu plus à gauche. C'est amusant parce que toute la famille participe. Tout le monde s'investit dans le projet. C'est vraiment bien. Et celui qui est le plus vigilant, qui s'investit le plus dans le projet familial, c'est certainement Viby. Arif, il y a du sable dans les tuyaux, regarde. Il faut ouvrir le robinet et bien laisser couler l'eau. C'est neuf, c'est normal. Et Arif, regarde là, il y a une araignée. Tu la vois l'araignée là, dans le coin? Si les clients voient ça, ils vont s'enfuir. Assure-toi qu'on l'enlève. Assurez-vous bien qu'on enlève cette araignée. Hein.
Nous sommes au tout début de la saison touristique, alors on a besoin de toutes les chambres. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de mars, elles sont toutes louées. Donc il faut qu'on travaille dur pour que tout soit prêt dans les temps. Oh, c'est bien, la chambre est prête. Il manque quelque chose par ici. Peut-être une petite peinture, un petit tableau. Comme chacun des membres de la famille, la reine a mis ses talents au service du lieu. Elle est en charge de la décoration. J'aurais vraiment préféré que les rideaux soient d'un seul côté. Cela laisserait plus d'espace. On essaie de garder l'esprit de la famille. Même dans une chambre qui a été totalement rénovée, on doit sentir la tradition. C'est comme ça que c'est bien. Rien ici ne doit être dans un style contemporain. Cela trancherait trop avec l'esprit du lieu. À 5 km du palais de Deogar, perché sur une colline, Gokul Vilas. Autrefois, c'est ici qu'étaient hébergés les invités du Maharaja. Depuis 1966, c'est la résidence privée de la dynastie. Il est 17 h, l'heure du thé. 3 générations autour de la table. Le moment est paisible, mais là encore, l'hôtel est dans tous les esprits. On a besoin de quelqu'un en plus à la réception. Je veux dire, quelqu'un qui passe ses nuits. Hein. Il y aura beaucoup de travail le mois prochain et il nous faudrait peut-être 2 personnes. C'est plus facile pour nous de vivre dans cette maison, car ici au moins, on a un peu de temps pour nous. Sinon, nous serions constamment avec les clients. Pour moi, ici, c'est notre maison de famille. C'est là qu'on se retrouve, c'est là que je décompresse. Je peux mettre mes pieds sur la table sans me poser de questions, écouter de la musique comme je veux. Ici, on est vraiment des gens normaux. La famille a connu les phases de l'Inde coloniale. Des souvenirs que la reine veut partager avec Pavitra, sa petite fille de 13 ans. Regarde, c'est ton grand-père sur un éléphant. De quand ça date? 1958. Et là, regarde, ce sont les écuries des éléphants. Là, c'est la cérémonie de la dot. Et là, c'est le palais à la même époque. Et là, tu le reconnais? Tu reconnais ton grand-père? T'as du mal, hein? À l'époque, tu sais, pour les noces, on faisait de grandes fêtes. Ça durait parfois 1 mois. Aujourd'hui, ce faste est terminé. Derniers instants de repos pour la famille. Dans 48 heures, l'hôtel affichera complet. Retour au Plaza Athénée, avenue Montaigne. Ce matin, au 5e étage, sur le chantier de la suite royale, plusieurs tonnes de gravats sont évacuées. Le mot d'ordre de la direction est clair, le client doit tout ignorer des travaux. Malgré le chantier, l'hôtel enregistre un taux d'occupation record. La conciergerie vient même de confirmer l'arrivée d'une cliente importante, une actrice américaine. Du hall aux étages, tout le monde est sur le pont. Pour cette star, la direction a prévu un accueil exclusif, personnalisé. Le travail de Marielle et de Fanny, toutes 2 gouvernantes. Bon, vous pouvez commencer de ce côté, Oui, je fais et puis, oui, voilà, d'accord. Merci. Pour que tout soit parfait, plusieurs corps de métier vont se succéder dans cette suite. Avec tout d'abord l'arrivée de la fleuriste maison. Le service technique procède au contrôle de la chambre, donc la télévision, les téléphones, les prises. Le plombier dans la salle de bain intervient sur la robinetterie, les chasses d'eau, le jacuzzi, etc. Le menuisier vérifie toutes les serrures et le peintre au lessivage et au raccord et retouche peinture. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Je repasserai juste en tout dernier pour vraiment les remettre bien. Car là, il doit y avoir encore le room service qui va passer. Le service technique reste encore de marcher dessus. Aucun détail ne doit échapper à la vigilance des gouvernantes. Sur le tapis, une tache de cire a été repérée par Marielle.
D'accord. Vous essayez de détacher avec le... Oui, avec le fer. Le fer, s'il vous plaît. Oui. Ce valet de chambre va s'appliquer à la faire disparaître. Oui, madame Thomas. Regardez, Joël, s'il vous plaît. Il faut refaire ce verre. D'accord. Merci. Je vous en prie. Après presque 1 heure de travail, la suite est enfin prête. La cliente est attendue dans quelques minutes. Son arrivée à l'hôtel a été tenue secrète et son nom ne figure même pas sur le registre des réservations. Et pourtant, dans la rue, devant l'entrée du palace, une dizaine de personnes commencent à guetter. Devant cette petite foule, Laurence Bloch, la directrice, est sur le pied de guerre. « 18h, une voiture conduite par un chauffeur du palace se gare devant l'entrée. Et c'est Rosanna Arquette, l'héroïne du Grand Bleu, qui en descend. En maîtresse des lieux, Laurence Bloch la reçoit. Ce n'est pas la première fois que Rosanna Arquette franchit cette porte à tambour. L'actrice est même une cliente fidèle. Palace oblige, chacun des employés connaît tout des goûts et des petites habitudes de la star. À partir de maintenant, 24 heures sur 24, ces exigences sont des ordres. 18h30, dans un coin de la salle à manger de l'hôtel, une nouvelle réunion de travail pour Laurence. Autour de la table, François Delahaye, le directeur général du groupe, l'homme qui tient les cordons de la bourse. On agit par contraste. À ses côtés, Alain Ducasse, le chef le plus étoilé de la gastronomie. Il est ici chez lui, c'est lui qui signe la cuisine du palace. L'idée c'était qu'on avait cette salle qui était classée. Et l'homme que tout le monde écoute est un jeune designer, Patrick Join. Il a été spécialement chargé de repenser toute la décoration de la salle du restaurant. On est vraiment dans la haute couture ou dans la Formule 1. Donc c'est vraiment, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut se remettre en question sans arrêt, tant au niveau des hommes qu'au niveau de l'investissement. Absolument. Changer le décor de ce restaurant relève de l'exploit. Car cette salle est classée monument historique. Impossible donc de toucher aux murs et même aux colonnes. Alors le décorateur va travailler sur le mobilier et l'éclairage. Donc on change les rideaux. Donc en haut, ici la partie grise qu'on voit, elle va être doublée en fait. Et elle est faite en fil d'inox tissé à la main. Donc ça sera quelque chose de plus foncé. Ça va pas être trop clinquant. Non. Mais par rapport à l'or qui est au-dessus, on va passer de l'or à l'inox à côté, non? L'idée c'est qu'on est en hauteur, on va dire assez moderne, puis on descend petit à petit, on se rapproche des gens et on est un peu plus fin. Les lustres? Et les lustres, on les change complètement. Alors? Donc on enlève l'organza de métal et après on a 600 objets en cristaux, donc des pampilles, qui sont dans l'espace comme ça et qui explosent autour des lustres. Dans quelques semaines, cette salle sera totalement relookée et le véritable bouleversement, ce sont ces fauteuils. 2 prototypes en matériaux composites, spécialement fabriqués pour le restaurant. Objet de la réunion, valider le confort, l'ergonomie des modèles. Et avant de délibérer, le jury va tout simplement les tester. Non, c'est très bien. Non, les deux skis, en fait, c'est 2 skis qui est en dessous. On a des patins en téflon qui glissent parfaitement sur la moquette. Non, c'est très bien. C'est très bien. Il va se tâcher donc. Non, félicitations, c'est très bien. C'est vraiment un bel objet. Par où? Vous êtes assis, vous? Le jury est emballé, la modernité du mobilier a séduit. Il faut dire que Patrick Join a pensé à tout, y compris à cette petite planchette rétractable conçue spécialement pour poser son téléphone portable. La tradition, c'est la modernité qui a réussi, tout simplement. Lorsque Louis XVI a fait ses fauteuils, à l'époque, c'était une révolution. Lorsque dans les années 20, les années 30, on a fait des fauteuils art déco, c'était une révolution. Et c'est devenu la tradition. Les prototypes sont validés, 68 fauteuils à 3 500 € pièce sont commandés. Mais la journée de Laurence n'est pas terminée. Avec une collaboratrice, elle a rendez-vous ici au Murano, un nouvel hôtel dont tout le monde parle. Alors pour mieux comprendre le succès de son nouveau concurrent, elle a demandé une visite privée au directeur de l'établissement. Une pratique courante dans le métier. Bonjour, Jérôme Foucault. Monsieur Foucault, Laurence Bloch, enchanté. directeur de Plaza. Bienvenue au Murano. Bonjour. Enchanté, bienvenue. C'est déjà
très novateur. Rien que l'entrée et la façade où il n'y a rien. Déjà, c'est une première approche. Très épuré. Très épuré. Ça fait très plaisir de vous recevoir. Ben nous, on entend tellement parler de vous qu'on est ravis d'avoir une visite privée. Une visite privée qui rapidement prend l'allure d'une nouvelle réunion de travail. La directrice du palace est venue ici pour observer, traquer les nouveautés, avec toujours les mêmes réflexes. Le cœur de l'hôtel. Le meuble bleu, là? Ce sont des haut-parleurs. Qui fait ça? Alors c'est fait sur mesure par des artisans allemands. En fait, c'est du son à 360 degrés. Après l'entrée à la décoration ultra-moderne, le jeune directeur conduit ses deux visiteuses vers l'un des points forts de son hôtel, la salle de restaurant. À peu près 80 couverts et nous avons un salon, nous avons deux salons. Un salon d'une trentaine de couverts en surplomb. L'homme est fier de présenter cette salle résolument design. Laurence, elle, scrute, observe chaque détail. Le nombre de couverts lui importe peu. Ce qui l'intéresse, c'est l'éclairage de la salle et plus exactement la technologie employée. Et là, quelle est la technique là? Alors ça, c'est de la fibre optique. D'accord. Voilà. Qui est derrière, c'est des capitons avec de la fibre optique qui permettent de faire changer l'ambiance. On essaye de voir, dans ce qui est moderne et pour étonner nos clients, qu'est-ce qu'on peut leur amener sans toucher à ce qui est traditionnel et ce qu'ils viennent chercher à Paris. Je pense que dans tout ce qu'on fait quand on va à l'extérieur, c'est être à l'affût, regarder. Il faut penser que les autres avancent aussi. Et donc, il faut qu'on avance avec notre monde, quoi. Donc, tout peut être une bonne idée. Sauf que la technique est... La visite continue et Laurence n'est pas au bout de ses surprises. Exemple, l'ascenseur de l'hôtel. Donc, c'est amusant. On a des ascenseurs que l'on déguise, puisque ce sont des panneaux de capitons que l'on va changer à intervalles réguliers. Et nous allons évoluer tous les mois en passant par des versions classiques, avec par exemple un cuir gainé très classique. Et après, nous allons revenir sur un tissu avec tracé avec un message, et ainsi de suite, pour que le client, en fait, quand il se promène dans cet hôtel, ait l'impression de ne pas passer toujours par le même chemin et le dépayser un peu sur ses trajets. Voilà. L'autre surprise est au bout de ce couloir. Tous nos couloirs sont relativement sombres, éclairés avec des reflets bleutés. Et nos portes s'ouvrent sans clé, mais uniquement par empreinte digitale. Ce qui nous donne une liberté totale par rapport aux clients et au personnel, et aussi un contrôle beaucoup plus à l'instant présent. Et les clients, ils vous donnent facilement leurs empreintes digitales? Oui, c'est une liberté puisqu'il n'a plus besoin d'avoir de clé dans sa poche. D'accord. Et donc tous les employés qui peuvent rentrer dans les chambres, il y a un master qui fait que... Exactement. Ils ont pas le droit. En fait, on enregistre l'employé, on l'autorise sur les chambres, enfin les portes sur lesquelles il est autorisé. On peut même créer ça lié à une pendule qui ne l'autorise que pendant ses heures de travail. Et nous, en parallèle, nous avons une lecture en direct. Si nous le souhaitons, nous savons que dans la chambre 511, telle personne est rentrée à telle heure. Une technologie qui pourrait vous intéresser, ça, Laurence, ou pas? Non, j'irai pas. Pour nous, je pense pas que les clients nous donneraient leurs empreintes. C'est quelque chose que... Enfin, on n'est pas encore là. Non. En plus, parfois, on n'a pas le client... si vous voulez, un prince, etc., c'est pas lui qui fait son check-in, c'est quelqu'un d'autre. Donc, alors que là, il faut qu'il y ait la personne en propre. Donc, ce serait pas possible. Je pense que ce serait pas possible. Dans toutes les chambres, on peut varier l'ambiance lumineuse, tant en intensité, ça part depuis l'intérieur du placard à tous les niveaux. Donc, ce sont des chambres qui deviennent très lumineuses la journée. Et le soir, on peut se créer une ambiance complètement intime en passant par des éclairages rouges, bleus, verts. En fait, en fonction de l'humeur du soir. Bien que le dispositif électronique d'éclairage soit ultra sophistiqué, ce n'est pas ce qui intéresse la directrice de palace, mais plutôt les armoires de la chambre et surtout la multitude de petits objets qu'elles contiennent. Tout est passé au crible. Je regarde le kit couture. Je me demandais comment c'était fait. Et voilà, les petites choses qu'ils mettent dans les placards, le gant à chaussures. Mais on a dans la chambre à coucher, à l'étage, pas de dorure, pas de mobilier empire. Le Murano a préféré miser sur une décoration dépouillée. On essaye quand même de se donner une touche très très confort, puisque souvent, dans les hôtels design, ce n'est pas forcément très confortable, donc c'est pour ça qu'on... Vous pesez aussi
Là, je regardais le matelas, un peu le poids du matelas. Non, ben oui. C'est ce qu'il faut. Laurence est satisfaite. Elle repart avec quelques idées pour la décoration de sa future suite royale. Dans le palais transformé en hôtel, les travaux continuent. Mais le chantier a pris beaucoup de retard. Il ne reste plus que 2 jours pour terminer la dernière suite. 7 heures du matin, la reine de Deogar est en route pour le palais. Elle est seule à bord de sa voiture, une chose inconcevable il y a encore quelques années. Avant, les femmes devaient se cacher derrière un voile, la parda. Il était hors de question pour une femme de conduire. Quand j'ai commencé à conduire en 1966, je n'osais pas traverser le village. Cela pouvait choquer les gens et je voulais respecter leurs sentiments. Mais quand on a transformé le palais en hôtel, mon mari m'a alors encouragée à prendre la voiture. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à conduire. Ça devenait indispensable. Conjuguant sans complexe modernité et tradition, à peine arrivée, la reine se plie à un rituel quotidien, la prière. À l'entrée du palais, elle a dressé un petit temple familial. Ça, c'est la déesse Ganesh. On l'a installée à l'entrée de la maison pour apporter de la joie et éloigner les démons. On prie ici chaque matin et ensuite on va travailler. Et le travail au palais de Deogar est avant tout une affaire familiale. Voici la belle-fille de la reine. Comme tous les membres de la famille royale, Namrata s'est mise au service de Deogar. Aujourd'hui, elle occupe un poste clé dans l'organisation. Elle est spécialement chargée de recevoir la clientèle. Amoureuse du palais, Namrata en connaît chacune des 44 chambres et suites. Et pour elle, une seule règle d'or, à peine arrivée, les clients doivent être hypnotisés par le lieu et par son histoire. Ici, c'est la salle commune pour regarder la télévision. Avant, c'était la salle de danse. La grand-mère de mon mari y réunissait toutes les femmes de la famille, ensemble, assises en rond, elles prenaient du bon temps. Et là, sur cette photo, mon mari et moi, le jour de notre mariage. J'avais 18 ans, c'était une union arrangée. Je l'avais rencontré 5 minutes avant la cérémonie. J'étais un peu effrayée. Mais vous souriez maintenant? Oui, après 20 ans de vie commune, je souris, oui. Namrata dirige maintenant les clients vers leur suite, dans l'aile gauche du palais. Nous ne sommes pas un hôtel classique. Nous sommes avant tout une maison d'hôtes. Par exemple, il n'y a pas la télévision dans chaque chambre. L'idée, c'est un peu de se sentir comme à la maison. D'ici, on a une vue sur les montagnes. Le pari est gagné, le client apprécie cet accueil sur mesure. C'est vraiment magnifique. Pensez que l'on dort dans la chambre d'un prince. Et là, c'était son lit? Non, non. C'est bien au-delà du rêve. Dormir dans un palais de Maharaja, imaginer comment il vivait à l'époque. Oui, on est vraiment très content. Aujourd'hui, la transformation du palais en hôtel est une affaire rentable. Le Deogar est une adresse référencée dans tous les guides. Mais pour arriver à ça, il a fallu se battre, à commencer par Vibi, le fils de la famille. Être propriétaire d'un palais comme le nôtre, ce n'est pas forcément une chance, vous savez. Si vous aviez vu l'état dans lequel il était il y a 10 ans, vous n'auriez pas dit que nous étions chanceux. C'était plutôt un fardeau. Pour pouvoir s'en sortir, il fallait absolument en faire quelque chose. Le transformer en musée, en hôtel ou en maison d'hôtes. Parce que nos palais, c'est comme on dit chez nous, de véritables éléphants blancs. Ça coûte très cher. Il y a 6 ans, en ouvrant sa noble demeure aux visiteurs, la famille de Vibi a pris goût au commerce.
Transformer le patrimoine familial en établissement de luxe est même devenu une recette. Et ici, la saison prochaine, Viby va ouvrir un petit hôtel sur les ruines d'un ancien château familial. C'est un petit château construit il y a plus de 300 ans. Mes ancêtres venaient ici accompagnés de leurs femmes et de leurs amis pour pique-niquer. Sur le chantier, Viby joue l'architecte en chef. Ici, on va faire une salle à manger avec une vue sur le lac. Pour ce projet, la famille a investi 85 000 €. Dans moins d'un an arriveront les premiers clients. Le prix de la nuit est déjà fixé à 1 000 €. Et à ce prix-là, tout doit être parfait. Fidèle à son habitude, c'est la reine qui supervise la décoration. Ici, nous allons faire un petit coin consacré au repos. Partout, on va mettre des coussins. L'idée de ce lieu est de pouvoir se relaxer face au lac. Bien sûr, nous installerons aussi une petite table. Je dois donc prendre les mesures pour sa fabrication. L'originalité de ce lieu, c'est sa tranquillité. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'habitation autour. Il y a juste le lac. Et normalement, le château est placé au milieu du lac. Ici, vous êtes en pleine nature, en plein cœur du Rajasthan. Vous êtes dans l'ambiance de chez nous. Dans notre région, chaque famille a voulu maintenir son niveau de vie, celui auquel elle était habituée. Mais le gouvernement a pris nos terres et il a supprimé nos revenus. Alors comment vouliez-vous que l'on conserve notre niveau de vie? Que l'on puisse toujours aider les villageois, par exemple. Le tourisme était le seul moyen pour nous de préserver notre patrimoine, mais aussi notre statut social. Et c'était aussi un moyen honnête et agréable de faire du business. Et en plus, on rencontre plein de gens formidables. Retour au Deogar, il est 19h30, l'heure du spectacle. La famille royale est réunie dans la cour où autrefois ses ancêtres accordaient des audiences. Mais aujourd'hui, ce sont des clients de l'hôtel, ravis de dîner avec le couple de Maharaja, qui se régale d'anecdotes sur les fastes de l'Inde coloniale. Si j'ai bien compris, il y avait donc un quartier pour les hommes et un autre pour les femmes. Et à quel moment ça a changé? C'était en 1966. À l'époque, mon épouse a été la première à sortir sans le voile et à quitter ce quartier qui était réservé aux femmes. Et alors les femmes et les hommes se voyaient quand? Chaque soir. En fait, c'était quand ils voulaient. À l'époque, vous savez, les hommes avaient plusieurs femmes. Et vous, vous en avez combien? Vous, père, heureusement, vous n'en avez qu'une. Oh, pas seulement moi. À l'époque, mon père aussi. Et mon grand-père aussi n'avait qu'une femme. Pour nous, c'est comme dans un conte de fées. Pouvoir rencontrer le Maharaja, c'est vraiment hors du commun. On nous avait dit que c'était un véritable palais des 1001 nuits. Alors on l'a imaginé, on l'a rêvé, et c'est exactement ce que nous vivons. La soirée n'est pas terminée, mais le jeune prince quitte discrètement ses hôtes. Il est inquiet. Les 2 suites qu'il doit normalement livrer dans 48 heures sont toujours en travaux. Nous sommes en retard par rapport au planning. Tu penses que tu auras fini? Parce que moi, ça me semble difficile, hein. Et il faut bien nettoyer en plus. Je te rappelle que c'est après-demain que je dois donner la chambre. Alors vous avez 1 jour. Débrouillez-vous pour que tout soit fait. Le sol est propre, mais il reste à finir les joints là. Et surtout à refaire ses peintures. Cela sera fait. Bon, je compte sur toi, t'as compris, hein? Je ne veux pas perdre la face en donnant une chambre qui n'est pas terminée. Ok. Bon, je vous laisse. Bon courage. Ça va aller. Dans 2 jours, une jeune Anglaise doit occuper cette suite. Alors les ouvriers vont travailler jour et nuit. Retour avenue Montaigne, il est 9h du matin. Il y a maintenant plus d'1 an, Christophe Moret empruntait ce trottoir. Pour la première fois, il franchissait la porte du palace. Plus exactement, celle réservée à la cuisine. Ici, c'est Alain Ducasse qui signe la carte.
Mais aujourd'hui, le chef de file de la gastronomie mondiale ne cuisine plus. Il dirige. Alors en cuisine, il a placé son meilleur élève, Christophe Moret. C'est lui qui doit assumer la responsabilité des 3 étoiles du restaurant. Il est l'homme de confiance d'Alain Ducasse. C'est difficile parce qu'il faut faire la cuisine de M. Ducasse, tout en faisant un peu notre cuisine aussi. Et... Mais il y a une part de votre personnalité là-dedans quand même. Oui, bien sûr, on essaye de la faire ressortir au maximum, quoi. M. Ducasse a l'intelligence de nous laisser quand même un peu de marge de manœuvre, quoi. Cette cuisine est l'une des plus grandes du monde. Formé à l'école de la perfection, Christophe Moret règne sur cette brigade. On a 20 cuisiniers, avec 2 apprentis dedans, 2 stagiaires, 4 pâtissiers et un boulanger. Tout ça, ça fait 25 personnes pour juste le restaurant gastronomique. Chaque matin, Christophe commence par vérifier les produits. Tous subissent sans exception l'implacable sélection. Voilà. Saint-Jacques. Ok. Chef. Ok. Un bar. Un cuisinier, s'il ne voit pas ses produits, je pense qu'après, c'est pas bon, quoi. On perd pied. C'est comme aller faire le marché, c'est pareil. De temps en temps, il faut y aller, il faut aller voir sur place, aller voir ses fournisseurs, leur expliquer pourquoi on leur demande une telle exigence. Et ça, je veux dire, pour les gars qui travaillent pour nous, à Rungis ou en direct, les crier, tout ça, c'est vachement important. Pareil pour le maraîcher et tout ça. Le chef est intraitable. Ça, c'est Saint-Guénolé, c'est les premières pêches. Bon, c'est encore petit en calibre, mais c'est intéressant. Ça, quand on a un poisson cru, en s'inspirant un petit peu de la cuisine un petit peu japonaise, on peut dire qu'on peut la travailler avec un tartare juste comme ça, juste pour bien goûter la chair. Quand c'est cru comme ça, c'est super bon, c'est très fin. Et l'associer avec quoi, là, par exemple? Ici, on va être, je pense qu'on va être très luxe et puis on va pouvoir l'associer avec du caviar, quoi. Je pense que déjà, une langoustine juste en tartare comme ça, avec un petit consommé fait avec les pinces et les têtes, un peu rehaussé, un peu gingembre citron et avoir du caviar, ça va être un très bon plat, ça, pour commencer. Ça peut étonner, ça. Ça peut étonner, ça peut surprendre. Dans un mois, Christophe a un grand rendez-vous. Les 44 plus grands cuisiniers européens viendront ici tester sa cuisine. Au menu, un bar de ligne, comme celui-ci. Tu fais comme d'habitude. On va prendre juste le plein cœur. Hein, tu me fais 2 portions comme ça, on va tester pour la recette pour le Michelin. Okay. Hein, on va faire avec les agrumes comme on fait, d'accord? T'en occupes? Le fait que ça soit une quarantaine de chefs ou que ça soit des clients normaux, ça diffère pour vous ou pas? Si je vous dis non, je mentirais, bien sûr, c'est évident. Je veux dire, on reçoit nos pairs, là c'est la méga pression, quoi. Pour moi, c'est la première fois que je suis chargé d'organiser un menu comme ça et de faire son repas, donc ouais, c'est énorme. C'est un rêve de gosse, quoi. Et pour la conception de ce menu exceptionnel, toute la brigade a été mobilisée. Aujourd'hui, ce sont les premiers tests grandeur nature. On a un peu de malabarde, non? Un peu de poivre de malabarde? Allez, un petit peu? Non, chef. Non? Secondé par Sébastien, son adjoint, Christophe a tout calculé, préparé. Après 8 semaines de travail, ce sont les derniers réglages. Les préparations, les cuissons, les découpes, tout est observé jusqu'à la disposition sur les assiettes. Ça fait 2 mois qu'on est dessus, quoi. Avec Sébastien, on fait des essais, on se creuse un peu les ménages. Et là, on commence à aller à toucher presque le but, quoi. On a affiné pas mal nos positions. On a commencé déjà par une sélection des produits, vraiment les produits qui étaient importants pour nous, les produits de pleine saison. Et après, petit à petit, c'est devenu de plus en plus évident. Premier plat testé, le fameux filet de bar. Ils sont bonnes, non? Ouais, nickel. Excusez-moi. Le secret, ça va être d'être capable de réussir d'en faire 70 et qu'ils sortent tous à la bonne température et qu'on réussisse notre pari. Après, c'est un petit peu une cuisine un peu provocatrice parce que le pamplemousse, l'agrume avec des cives et des poireaux, bon, ça paraît minimaliste, mais l'accord des 4 ensemble, ça va aller très très bien, quoi. Tout doit correspondre aux critères définis par Christophe. Ce matin, il n'a pas le droit à l'erreur. Dans quelques minutes, c'est son travail qui va être jugé et peut-être remis en question. Celui qui va trancher, qui va valider ce menu, c'est Alain Ducasse. Et quand le chef pénètre dans l'une de ses cuisines, c'est toujours au pas de charge. Seule concession au temps, il ne s'arrête que pour goûter. Vous goûtez, vous? C'est mon métier. Je fais que goûter, je mange pas, moi. Mais avant de tester le menu destiné aux grands chefs européens, Alain Ducasse va d'abord s'intéresser aux coquilles Saint-Jacques présentées à la carte du palace ce midi. Le jugement est immédiat.
Ah, c'est bon. Après, les trucs, elles font comme ça et c'est... Non, mais il faut que le dessous soit chaud. Ouais, c'est clair. D'accord, on en est où, là? Un bon début pour l'élève Moret. Mais le jeune chef sait que l'examen n'a pas encore débuté. Avant, il faut préparer la salle, car le jury est attendu dans cette petite pièce vitrée. Un bureau salle à manger. C'est autour de cette table que le menu va être jugé. Et là encore, un homme, le directeur de salle, veille à ce que tout soit parfait. On a préparé toute une table avec la mise en place des couverts. Le sommelier a carrément ouvert des grands magnums de vin. Donc on est carrément en situation client. On ne va pas faire semblant, on est en situation client avec les vrais plats, avec les vrais vins, avec la vraie salle, la vraie vaisselle. Donc on laisse rien au hasard. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est simple. 10h30, président du jury, Alain Ducasse, entre en scène. Avec lui autour de la table, le sommelier et le directeur de salle. En cuisine, tout est prêt, l'examen peut commencer. Le jeune chef veut surprendre avec tout d'abord un lièvre à la royale, façon Christophe Moret. Les juges sont au travail. La présentation, la température du plat, tout semble parfait. À l'exception d'une seule chose, l'assiette. Je ne peux pas manger ça. Je ne mange pas ça. On fait quoi avec ça? Je le mets dans ma poche. Je le mets là. Ah non, mais il faut... Sinon, c'est magnifique. Hein. Je ne suis pas convaincu de l'assiette. Pas convaincu de... La praticité? Pour couper, ça vous gêne? Alain Ducasse a tranché, ce premier plat est validé, mais la présentation devra être corrigée. L'excellence est à ce prix. Tout est un enjeu tous les jours, chaque client est un enjeu. Donc, si ce n'est qu'on aime bien se remettre en question et dire tiens, on va réfléchir à quelque chose de très précis, comme de l'horlogerie suisse, voilà, une espèce de concentration d'excellence. Donc, tant qu'à faire harmonieux, on le fait de A jusqu'à Z, du premier geste à la dernière goutte de vin. Enfin voilà, on va faire une espèce de mise en scène comme ça, très précise. C'est un peu la concentration de notre savoir-faire. La cuisine à ce niveau est une affaire de persévérance et d'exigence. Message reçu pour Christophe, alors pour le second plat, le filet de bar rôti, tout le monde est sur le pont. Christophe est anxieux, la cuisson du poisson l'inquiète. Consciencieux, dans un silence presque religieux, le jury est à nouveau au travail. Appelle Christophe. Ça, c'est pas évident. Je pense qu'on peut descendre de 2 degrés, puisqu'on est à 42 degrés, on peut descendre à 40. Ils vont calculer par rapport à la chaleur de l'assiette, le moment où il va aller en salle. Si on peut descendre de 2 ou 3 degrés. Quoi. Donc on va refaire le timing pour être au laser. On est au quart de seconde. Et on est au quart de degré. Christophe Moret est soulagé. Malgré quelques petites erreurs, le maître a validé. C'est le premier examen de passage. Il restera le gros un peu plus tard. Ça va mieux parce que on ne sait jamais. Bien, nous, les plats, on les partage. On travaille en collaboration avec le chef. Il nous dit où il veut qu'on aille. Et après, à nous de trouver la bonne sensibilité. Dans un mois, les 44 chefs les plus étoilés d'Europe testeront le talent de Christophe. Dernier préparatif pour la famille royale de Déogard. La bonne nouvelle du jour, la cliente de la suite en transformation n'arrivera que cet après-midi. Une chance car la chambre n'est pas prête. Le prince héritier doit encore vérifier quelques détails de dernière minute. Vous avez nettoyé la terrasse? Il faut le faire tous les jours. Hein. Prenez-en bien note. Et ici, il faut refaire les joints en ciment. Ça fait longtemps que j'y pense, mais j'avais oublié de vous en parler. Et profitons-en pour refaire complètement les peintures. Et on pourrait repeindre ça aussi. Dans quelques heures, la pleine saison va commencer.
En véritable chef d'entreprise, Viby réunit ses 10 chefs de service pour les toutes dernières recommandations. Ok, j'espère que vous avez tout vérifié. Il y a une ampoule qui ne fonctionne pas dans une des salles de bain. Alors changez-moi ça avant que les clients arrivent. J'espère que vous avez bien noté. Le Deogar est un vieux palais. À l'origine, il n'était pas destiné à être transformé en hôtel. Alors on peut avoir toutes sortes de problèmes ici, comme les circuits d'eau chaude par exemple. Et les remarques des clients nous permettent de savoir ce qui ne va pas. Par exemple, hier dans une salle de bain, il y avait de l'eau chaude mais pas assez de pression. Et d'ailleurs, j'espère que ça a été réglé ce problème, non? Oui, c'est fait. Nos clients doivent repartir heureux d'ici. Dans la mesure du possible, j'essaye de tous les rencontrer pour savoir ce qui ne va pas. Leurs commentaires sont très importants pour nous. Ça nous permet de nous améliorer tout le temps. Par exemple, ici, je peux lire que tout va bien. C'était un séjour merveilleux, super ambiance, merci. Voilà une bonne remarque. Ça, c'est bien. Bon, dépêchez-vous de nettoyer, les meubles vont arriver. J'espère que vous avez bien vérifié qu'il n'y avait pas d'araignée, hein? Là, il y a des traces, il faut remettre un petit coup de peinture. Là, par ici, là. Viby ne dispose plus que de 2 heures avant l'arrivée de la cliente de cette chambre. Ces 2 heures, il va les consacrer à tout vérifier. Rien ne doit lui échapper. Les travaux sont presque terminés. Reste maintenant le choix du mobilier et la pose des rideaux. Et une fois de plus à Deogar, tout est une affaire de famille. La décoration est le domaine réservé de la reine. Donnez-moi un torchon. Un torchon. Il faut enlever la poussière. Vous avez vérifié la hauteur de cette table? Bien sûr, Majesté. Je vérifie. C'est un peu haut, non? Vous voyez, cette table est trop haute. Il faut au moins enlever 10 cm. Et quand Prabha Kumari, la femme du Maharaja, donne un ordre, les employés ne discutent pas, ils l'exécutent. Et en quelques minutes, le problème est résolu. Alors, voyons si cette chaise se marie bien avec la table. La reine doit encore vérifier quelques détails de dernière minute, comme ce couvre-lit spécialement tissé pour cette suite. Tout semble prêt. Reste maintenant pour Viby à inspecter une dernière fois la chambre. Laissez les fenêtres ouvertes, hein? Je crois que nous sommes prêts. Qu'en pensez-vous, mère? Je pense que cette chambre est prête. Les clients peuvent maintenant arriver. Voyons voir maintenant ce qu'en pensent les futurs clients. S'ils disent que c'est bon, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Le prince est un hôtelier satisfait. En moins de 6 ans, grâce à lui, ce monument historique est devenu un hôtel qui ne ressemble à aucun autre. Exemple, cette suite très particulière. Avant d'être transformée en chambre, cette pièce était une salle d'eau. Regardez sur les murs, les fresques sont abîmées. Mon père et ses 7 frères y prenaient leur bain. Et avant eux, mon grand-père aussi. Et moi-même, je me lavais ici. En fait, toutes ces peintures sont abîmées à cause de la vapeur. À l'époque, l'eau chaude était transportée dans des bacs. Nous, on était assis et on nous versait de l'eau sur le corps. Et bien sûr, ça éclaboussait partout. Alors les peintures en ont beaucoup souffert. Le prince a fait de ces fresques défraîchies un atout pour attirer une clientèle internationale. Les Français vont adorer ce genre de chambre. Même chose pour les Italiens et les Espagnols aussi. Mais pas les Anglais. Eux, ils viennent en Inde pour échapper au mauvais temps. Ils veulent avant tout de l'espace. Et nous, il faut qu'on prenne en compte toutes ces différences. Il faut bien qu'on réfléchisse à qui va dormir dans quelle chambre. Midi. Comme prévu, une voiture se gare dans la cour du palais.
À son bord, la cliente britannique tant attendue. Cette arrivée marque le début de la haute saison. Et c'est Vibi lui-même qui vient accueillir la jeune femme. Bonjour, je suis le prince de la famille royale, mais appelez-moi Vibi. Vous avez fait bon voyage? Le jeune prince est heureux. Son travail, son opiniâtreté ont payé. Pas de fausses notes, finalement tout est prêt dans les temps. La saison commence bien, les 44 suites sont déjà toutes réservées. Voici votre chambre. Et ici, la salle de bain. Oh, une vraie salle de bain de palace. Là, vous avez les interrupteurs. Et je vous souhaite un agréable séjour. Soyez la bienvenue. Vous avez réussi alors? Eh oui, on a gagné notre pari. La chambre est terminée et à l'heure en plus. On a tout fait pour que l'impossible soit possible. Nous voulons traiter nos clients comme des rois. Quand ils séjournent ici, ils doivent se sentir comme des maharajas. C'est pour ça que le Rajasthan a un tel succès. En transformant son palais en hôtel, la famille royale a réussi à tourner une page importante de son histoire. Désormais, le Deoghar n'est plus un monument menacé par la ruine, mais un nouvel hôtel de légende. Retour avenue Montaigne, il est 9 h du matin. Dans la rue, tout semble paisible. Et pourtant, dans les cuisines du palace, tout le monde est sur le pont. C'est le jour J, ultime révision. Dans moins de 4 heures, les 44 plus grands chefs cuisiniers d'Europe seront à table. Un déjeuner sur lequel Christophe Moret et sa brigade travaillent depuis plus de 2 mois. Donc le premier plat du menu aujourd'hui, langoustine de Guivinec, en façon tartare, gelée de crustacés, caviar assiette royale. Donc ça c'est le premier plat, on a fait un plat froid pour nous libérer derrière, ok? D'accord? Quoi qu'il se passe, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous nous demander, on est là. Hein. D'accord? Donc ça c'est le premier plat. Ça veut dire que dès qu'ils ont envoyé la dernière langoustine, il faut déjà qu'on soit en train de cuire les Saint-Jacques, les gars. Il n'y aura aucun temps mort entre les plats, il faut qu'on les enchaîne, il y a 70 couverts. On ne peut pas se permettre le moins de temps mort. Hein. Donc nous on a les assiettes nickel. Ça va aller très très vite. Ça veut dire que les bars, ça va aller très vite normalement. Hein? Donc nous, notre job, il s'arrête là. On a mis les copeaux, on la met au passe, c'est fini. Derrière, eux, en salle, ils râpent la truffe blanche. Ok? Chef. Tout le monde comprend? Chef. On enchaîne sur le troisième plat. Barre de ligne, agrumes poivre, cive et jeunes poireaux. Ouais, ça va certainement être un des plus longs à dresser. Donc celui-là, c'est un petit peu le plus délicat. Hein. D'accord? Ceux qui dressent resteront en passe pour dresser. Ceux qui amènent la marchandise, il faut avoir un roulement rotatif et que ça se passe bien, que ça glisse. Christophe veille à ce que tout soit parfait. Ok. Là, le principal, c'est la cuisson du bar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la cuisson du bar passe au-dessus. C'est-à-dire, c'est combien? C'est-à-dire qu'on va l'envoyer, nous, à 45 à cœur. Et il va prendre 2 degrés encore en y allant, mais pas plus. Quoi. Donc, vous allez calculer les 2 degrés pour le trajet? Voilà. Il y a quoi? Il y a 25 mètres? Oui, il y a 25 mètres. Il y a 25 mètres quand vous êtes au début de la salle et il y a 40 mètres quand vous êtes au fond. Donc là, et comme c'est cloché, ça garde la chaleur. Et ça va emmagasiner encore plus de chaleur. Dernière révision pour les cuisiniers de la brigade. Donc là, vous avez le menu entier. Donc on commence avec l'angoustine, on y va sur la Saint-Jacques, le bar et le lièvre. Pour immortaliser ce repas historique, un photographe prépare ses appareils. Dans le restaurant, la mise en place est terminée, tout est impeccable, vérifié puis revérifié. Le directeur de salle bat le rassemblement. Allez en salle là, s'il vous plaît tous. Pour les maîtres d'hôtel et les chefs de rang, c'est aussi l'ultime révision, l'heure des dernières recommandations. Voilà, donc en résumé, on s'est dit qu'on se mettait la pression jusqu'à hier, et aujourd'hui on fait comme d'habitude. Il y aura Monsieur Ducasse qui se repasse, donc ça stresse personne, d'accord? Il faut que tout le monde considère que c'est une chance de faire ce genre de repas. On en parlait avec Frédéric ce matin, on a la chance d'avoir Monsieur Bocuse, d'avoir Monsieur Troisgros, etc. Je pense que tous, autant que nous sommes, quand on était dans les écoles hôtelières, on pensait à ces gens-là, et ces gens-là viennent aujourd'hui dans notre restaurant, parce que c'est notre restaurant, c'est le restaurant d'Alain Ducasse, mais c'est aussi notre restaurant, d'accord? Donc les clients arrivent, il y a 10 minutes de speech, et la langoustine va sortir assez rapidement, d'accord? Donc elle va se manger aussi rapidement. Donc je pense que dès qu'on va commencer à débarrasser la première langoustine, les Saint-Jacques seront sur le pass. Et ça, il faut être efficace au niveau du service. Hein. Un qui débarrasse, un qui met couvert, un qui sert. C'est tout, d'accord? Et on fait comme d'habitude. 11 h. Dans le hall, Laurence Bloch et François Delahaye attendent l'arrivée des grands chefs.
Premier d'entre eux, l'Alsacien Marc Eberlin. Il est suivi de l'Agenais Michel Trama. Vous allez bien? Vous allez bien? Bienvenue. En moins de 30 minutes, les 44 plus grands chefs d'Europe vont franchir la porte du Plaza. Pour quelques heures, le temps d'une séance photo et d'un repas, le palace se transforme en un sanctuaire dédié à la cuisine, le siège éphémère de la culture gastronomique. L'enjeu est important. Pour cette réunion historique, un homme est aux commandes. Ces grands chefs, Jean-Pierre Thuil les connaît tous. Mieux, il tutoie bon nombre d'entre eux. S'il vous plaît, les chefs italiens, s'il vous plaît, venez vers moi. Annie Féol. En France, il est devenu le spécialiste des événements gastronomiques. Pour l'heure, il organise une photo un peu particulière. Le but du jeu, on fait la photo classique et puis on fait une photo très originale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Cannes, au Festival de Cannes, cette photo extraordinaire, on voyait Orson Welles, Rita Hayworth, enfin, toutes les plus grandes stars qui étaient à Cannes, elles étaient aux fenêtres du Carlton. On refait la même chose aux fenêtres du Plaza et les chefs sont donc par groupe et ça va être une photo très originale. Et le premier grand chef à gagner les étages pour se mettre en place n'est autre que l'homme qui a révolutionné le métier de chef, Paul Bocuse. 3 étoiles depuis près de 40 ans. Pour lui, la communication n'a pas de secret. Des séances photos comme celle-ci, il en a fait des milliers. Regroupés par nationalité, les 44 cuisiniers sont dirigés aux fenêtres d'une vingtaine de suites réquisitionnées pour les besoins de la photo. En moins de 10 minutes, tout est prêt. Les cuisiniers sont positionnés. Comme un metteur en scène, le photographe d'un grand magazine prend le relais. Il peut commencer à travailler. Allez, on y va. C'est parti. On se tait, concentration. On regarde ici, le photographe est là. Ça se passe maintenant. Allez. Dans la cour de l'hôtel, Laurence Bloch est aux premières loges. Alors elle en profite pour réviser ses connaissances. Paul Bocuse, 3 gros. Ensuite, il faut que j'aille dans l'ordre. Marc Menot, à l'Espérance. Georges Blanc. Vous avez peut-être des petites fiches, des antisèches un peu? Non, je ne les ai pas sur moi. On regarde ici, monsieur Menot, s'il vous plaît. Oui. Le travail du photographe va durer une dizaine de minutes. Ces 44 mètres du goût aux fenêtres de la cour du palace représentent un véritable document historique. L'intérêt pour moi, c'est de voir ça une fois dans ma vie. C'est la première fois qu'on a 44 chefs, il en manque 2, ce qui est quand même extraordinaire. C'est combien de temps de travail, ça? C'est 1 mois de travail en amont. Voilà. C'est surtout le travail très important, c'est qu'ils disent oui. En cuisine, à sa manière, Christophe Moret prépare sa brigade. Maximum pression. Hein. Les bars, c'est pareil. Hein. On commence à cuire. Les bars, ils devraient déjà être dehors. Hein. Alain Ducasse a déjà quitté la séance photo pour rejoindre la cuisine. Il vient s'installer au Pass, un lieu stratégique entre la cuisine et la salle. De ce poste d'observation, il va diriger le service. Un étage plus haut, au restaurant, dans quelques minutes, le service va commencer. Et comme des clients ordinaires, les grands chefs sont plongés dans l'étude de la carte. Ça sonne presque italien, ça. Non. C'est de quelle région? En cuisine, c'est le coup de feu. Les premiers plats sont demandés en salle, dans le rôle du surveillant en chef, Christophe Moret. Allez, 6 là. Maintenant, 6 au passe. Chargé, 8. Les troupes sont rodées, parfaitement préparées. La brigade élabore déjà la suite du service. Pas question de se laisser déborder. Allez, chargez. Il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Go, 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 go. Alors, il faut 6 là maintenant. Hein. Le service se poursuit. Christophe est à la manœuvre. Ok. Un cercle à la main. Marmelade au passe. Il n'y en a que 2 qui mettent les marmelades. Pour aller plus vite encore, Alain Ducasse donne le rythme. Une cuillère? Ok. Une cuillère. C'est bon, il est en place. J'ai 6 assiettes qui devraient être sorties, Maxime. Jocelyn, derrière moi, tu devrais être en train de mettre les copeaux là. Un bon coup de chaud là. On le met sur la rampe là. On aligne tout sur la rampe et on envoie.
Allez, on a tout sur le remplir ça là. Ressortez-moi 8 assiettes derrière Maxime. Après le caviar, ce sont les coquilles Saint-Jacques qui sont attendues en salle. Pousse au chaud, voilà. Tac, tac, tac. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Cherchez le 8, s'il vous plaît. Pour accéder à la salle, les maîtres d'hôtel et les serveurs empruntent un petit couloir, un trajet avalé en moins de 30 secondes pour que le plat soit dégusté à température. Chaque préparation est une course contre la montre. Christophe est déjà concentré sur le prochain plat. Comme ça, c'est bon. Comme à chaque fois, elle donne le ton et c'est la brigade qui exécute. Les bons de commande viennent de tomber. C'est au tour du lièvre à la royale de quitter la cuisine pour la salle. J'accompagnerai la table. En un peu plus de 70 minutes, 5 plats ont déjà été servis. C'est l'heure des premiers bilans. Une 15 on a mis. Une 15 on a mis. On a commencé à 13h15. On a fait 5 fois 15 minutes. Dans 2 minutes. Donc on a 2 minutes d'avance. Et comme c'est pas fini encore. Satisfait, Christophe reste toutefois vigilant. C'est pas assez saucé. C'est pas assez saucé. C'est pas assez saucé. C'est un civet. Si j'ai pas de sauce, j'en vois pas. Tu peux aller leur dire de ma part, j'ai pas de sauce, j'en vois pas. C'est bon, on n'a pas le temps. Clocher, envoyé. Clocher, envoyé. Une fois le rythme donné, Christophe quitte le pass pour la salle de restaurant. Une absence d'à peine quelques minutes. Pour voir sans être vu, et surtout pour prendre la température de la salle, le jeune chef s'est dissimulé derrière un paravent. Raoul ? Qu'est-ce que vous vérifiez ? Que toutes les assiettes soient mangées, que tout le monde soit servi et qu'il ait l'air d'avoir un bon climat à la table. Après presque 3 heures d'un travail acharné, en cuisine, c'est la fin du service. Toute la brigade est heureuse et fière. Grâce à elle, un invité de ce repas historique a vécu un moment parfait. Cet homme, c'est Michel Bras. 3 étoiles au guide rouge. Une référence dans le métier. Un modèle pour des générations de cuisiniers. Oui, moi j'ai bien tout aimé. C'était fluide tout. Il y a un plat que j'ai particulièrement apprécié, c'est le bar. Avec l'orange, le rapport des amers et tout. Et puis avec le vin, ça collait vraiment. Et puis la terminaison, là, oui, ça, mais après, je veux dire, sur le dessert, ça continuait. C'était vraiment, oui, c'était super. Ouais. Bon, c'est bien le goût, c'est parfait pour moi. Alors. Pour Christophe, ces quelques mots sont vécus comme une consécration. Mais la distribution des prix n'est pas terminée. C'est au tour de Laurence Bloch de venir féliciter toute la brigade. Chef, les chefs. Allez. Bravo, extraordinaire. On est vraiment 70 personnes. Hein. C'est vrai ? Ça vous a plu ? Vous savez, comme je suis critique. Oui, justement. Mais vraiment, là, il n'y a rien. Ni au niveau du service, ni au niveau de la cuisine, tout était top. C'était au bon rythme, c'était... Non, vraiment. Ému, avant vous le disant, vraiment. On avait un gros objectif sur ce repas-là. Je sais. On devait se confirmer. La pression depuis un mois, je sais qu'elle était là. Et là, vraiment, bravo. Vous avez vraiment réussi votre pari. Bien. On est fiers de vous et de votre brigade. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Oui. Merci. Pour la réussite de ce déjeuner, l'obstination et la patience de Christophe Moret ont payé. Comme lui, passionnés par leur métier, dans cette cuisine de palace ou dans les palais du Rajasthan, des hommes et des femmes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ces lieux chargés d'histoire demeurent des hôtels de légende.